Donc bonsoir à tous et à toutes. J'ouvre la séance de notre conseil municipal. En premier lieu et formellement, je vais procéder à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Alors, donc, Franck Ouvrier présent, Laurence Briand, Jean-Philippe Dupuis, Présent. Daniel Rival, Présente. Xavier Lequéré, Présent. Annabelle Garand, Christophe Mathieu, Présent. Delphine Fiou, Présente. Bruno Misset, Présent. Sophie Massard, Présente. Bertrand Plouvier, Présent. Sophie Douchin, Présente. Nicolas Père, Présent. Nathalie Hazard, je crois qu'elle a donné son pouvoir à Madame Garand, Bruno Denis, Sophie Pleureux, Présente. Jean-Yves Levédé, Présent. Caroline Glon, elle a donné son pouvoir à Madame Rival, Tout à fait, monsieur. Pascal Mabi, Présent. Karine Chalier, Jean-Christophe Perriot, Présent. Stéphane Burban, Présent. Anne Lorbéry, Présente. Sandrine Levredec a donné son pouvoir à Monsieur Mathieu, Philippe Mandin, Présent. Jean-Yves Gontier a donné son pouvoir à Monsieur Renaud, Marina Marchais, Présente. Caroline Leroux a donné son pouvoir à Madame Marchais, Laetitia English, Présente. Luc Domo, qui a donné son pouvoir à Madame Lamy, Dany Lamy, Présente. Jacques Renaud Présent. et Anne Boyer. Présente. Et donc, la condition de quorum du Conseil est donc remplie. Je sollicite Anne Lorbéry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance conformément à l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal qui prévoit que la plus jeune membre fait fonction de secrétaire, toujours plus la plus jeune évidemment, et je la remercie d'accepter. J'accepte. Je poursuis en vous proposant l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet dernier qui a donné lieu à relecture préalable et à la prise en compte d'éventuelles observations. Est-ce qu'il y a des questions ou observations sur ce procès-verbal de juillet dernier? Si on n'a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, quelques mots introductifs, notamment d'actualité. Bien évidemment sur la situation sanitaire et telle que je me vois une nouvelle fois de vous faire un point rapide. Avec l'arrivée massive des touristes, nous avons logiquement connu, et on l'a vu lors du précédent conseil municipal, un accroissement de la circulation du virus avec des taux d'incidence élevés pendant la saison. Ces chiffres sont aujourd'hui stabilisés et même en recul. Nous approchons les 90 000 vaccinations dans le centre gaulois et nous obtenons le meilleur taux de couverture vaccinale, vous savez avec Annabelle Garand, en Loire-Atlantique, avec 63,4% pour Cap-Atlantique. Je vous rappelle qu'il y a 17 EPCI en Loire-Atlantique. Les différents centres de dépistage présents dans la ville n'ont jamais été remplis, comme vous pouvez encore le voir ce soir, ce qui a prouvé l'utilité de proposer ce service aux estivants. À l'usage, l'obligation de présenter un pass sanitaire est une solution qui s'avère lourde, en particulier dans les bars et les restaurants. Je veux une nouvelle fois saluer ici nos commerçants pour leur adaptation à ces mesures contraignantes. Pour notre part, nous avons anticipé cette situation et mis en place un dispositif particulier, notamment pour les nocturnes du marché qui se déroulent ce soir encore, afin qu'elles puissent continuer tout en proposant un cadre de sécurité sanitaire satisfaisant. Elle rencontre aussi cette année un succès encore incontestable. Logiquement, notre centre de vaccination dans le gymnase Jean Gaillardon continue de tourner au moins jusqu'à 100 000 injections. En accord avec l'Agence régionale de santé, nous nous interrogeons dans quelques semaines si nous devons fermer notre centre fin octobre, car les demandes diminuent du fait de la progression du taux vaccinal des habitants de notre territoire. L'occupation de cette salle, comme vous savez, est consacrée normalement à la pratique sportive. Nous a obligé les associations à se réorganiser et à changer de locaux. Nous y travaillons notamment avec Christophe Mathieu. Je suis certes, bien sûr, désolé de ces complications, mais la sécurité sanitaire, comme vous savez,
est bien évidemment une priorité. De toute façon, il est toujours nécessaire de continuer à respecter, depuis le début de cette pandémie, les gestes barrières, le port du masque, le respect des distances et le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Deuxième point qui peut vous intéresser, qui est le bilan, en tout cas le premier bilan de la saison touristique. Nous sommes dans la dernière décade du mois d'août, donc la saison touristique est à plus des 2/3 du chemin estival, et nous pouvons donc ainsi dresser un premier bilan, vérifier si la situation sanitaire a eu un effet peut-être négatif. Donc, globalement, elle a eu peu d'incidence. Fait le plein, avec des chiffres nettement supérieurs à 2020 et même à 2019. Notamment une forte augmentation du locatif saisonnier a été observée, avec une occupation proche de 90%. Toutefois, cette tendance forte est sans doute liée à la crise sanitaire. Ces logements sont plus sécurisants pour les touristes, car sans contact direct avec d'autres clientèles et en autonomie. Certainement, conséquence de la difficulté pour les étrangers de voyager librement, cette clientèle touristique a été composée essentiellement de Français, dont beaucoup de la région qui ont privilégié des vacances locales, des vacances de proximité, des vacances nationales, des vacances bleu, blanc, rouge. Dans le détail, du 1er juillet au 13 août, ce sont les derniers chiffres qu'on vient d'avoir, on comptabilise 92% de nuitées touristiques françaises, originaires de Loire-Atlantique, 15% de Paris et des Hauts-de-Seine, et 14% d'Ille-et-Vilaine, et d'Ille-et-Vilaine, 6%, excusez-moi, 14% de Paris et des Hauts-de-Seine. Toutefois, depuis une dizaine de jours, nous observons maintenant l'arrivée de nombreux touristes européens. Sur l'ensemble de l'été, la clientèle étrangère a été principalement allemande, avec 22%, belge, avec 14%, et ensuite suisse, avec 9%. Deux tendances sont nettement apparues. La première, et c'est vraiment une nouveauté, c'est l'explosion des visites guidées. Donc il y a vraiment la recherche de proximité, d'un tourisme de proximité. Cette clientèle nationale a été très demandeuse de s'informer et de découvrir notre territoire en recherche de sens. La seconde tendance est l'énorme succès des randonnées, qu'elles soient pédestres ou à vélo. Elles ont consacré le réseau des voies piétonnes et cyclables en presqu'île, comme par exemple la piste longeant la côte sauvage au départ du Pouliguen et qui vient d'être rénové. Cet engouement nous conforte dans notre démarche de la mise en place de notre plan vélo à la Baule. C'est aussi la confirmation que notre territoire est porteur et attractif, avec une forte diversité dans l'offre. Bien sûr, la diversité, c'est la plage, la mer, mais aussi la Brière, les marais salants, les visites de sites, etc. J'en profite pour saluer l'arrivée de notre nouvelle directrice de l'Office du tourisme intercommunal qui siège à la Baule. C'est Madame Delphine Derouet, avec la SPL Bretagne Plein Sud. Elle a donc en charge 11 offices de tourisme de la presqu'île et le pôle tourisme de Cap-Atlantique. Petit retour peut-être rapide sur un premier bilan sur le passage du Big Tour le samedi 31 juillet dernier qui s'était installé devant le casino. Pour certains d'entre vous, vous avez vu la manifestation. Certains ont fait état de quelques craintes car ce type d'événement bousculait leur habitude et parfois avait laissé de mauvais souvenirs. Cette manifestation s'est parfaitement bien déroulée, sans aucun incident. Elle a rencontré un énorme succès populaire avec plus de 26 000 participants dans la journée, un public curieux et souvent bon enfant. Conscients des gênes de cet événement exceptionnel aurait pu occasionner, nous les avons anticipés et mis en place un dispositif complet portant sur l'information à la population et aux riverains, un plan de circulation qui était adapté bien sûr, et surtout des moyens pour la sécurité. Organisée par la Banque publique d'investissement, BPI-France, cette manifestation itinérante, soutenue fortement par l'État, a pour mission, comme vous savez, de promouvoir les entreprises locales. Elles ont ainsi apporté une dynamique formidable pour notre ville, comme l'a souligné la présence de la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry. Cette tournée de la relance a proposé tout au long de l'après-midi des animations menées par les entreprises partenaires autour des questions d'innovation technologique, de transition écologique et de savoir-faire industriel. Des entreprises bauloises, je les ai vues sur place, ont ainsi été mises en avant. Et pour la première fois, un concert gratuit s'est déroulé en soirée sur l'esplanade du casino. Ce spectacle, avec une programmation musicale familiale, a rassemblé près de 1500 personnes, avec bien évidemment
la sécurité sanitaire garantie. Nous avons ainsi pu proposer un autre moment plus collectif et de joie et de convivialité dans la période difficile que nous traversons. Je tiens donc à remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette étape du Tour de France de l'entrepreneuriat, organisateurs, services municipaux, participants, riverains. C'est en effet grâce à ce type d'animation aussi que l'attractivité de notre ville et son dynamisme s'en trouvent renforcés. J'ai regretté seulement que le représentant local de Veolia ait souhaité déplacer, voire annuler cet événement, qui est fédérateur, par méconnaissance de son organisation, alors que le concessionnaire de la plage a, dans son cahier des charges, comme vous savez, l'animation de notre magnifique baie. C'est d'autant plus dommageable qu'il se trouve que Veolia France est l'un des principaux partenaires du Big Tour. Et puis, pour faire la transition avec Veolia et la sécurité, contrairement à leurs allégations par voie de presse, je vous informe que la délinquance générale à la Baule-Escoublac est en baisse. J'ai déjeuné aujourd'hui avec l'ensemble des responsables de la sécurité de notre territoire. Et comme le prouve le point de situation pour le mois de juillet, qui a été diffusé par le ministère de l'Intérieur et le commissariat de notre ville, ainsi, durant ce mois de juillet, il a été constaté une délinquance générale inférieure à celle des années précédentes, avec une diminution de 16,98%, pour être précis, par rapport à 2020. Les baisses les plus remarquées concernent les vols par effraction. Il y a eu 10 faits en 2021 contre 25 en 2020. Et les vols à la tire, il y a eu 1 fait en 2021 contre 6 en 2020. Le commissariat note même que ces chiffres sont les plus bas sur les 5 dernières années. Bon, c'est le fruit, bien sûr, à la fois d'un travail conjoint avec les forces de police, comme on appelle ça, la continuité de sécurité, c'est-à-dire à la fois police municipale, nationale, les renforts de CRS, ainsi que des nombreuses mesures et des moyens que nous avons engagés. Pour rappel, cet été, le plan Vigiplage que nous avons mis en place, avec le recrutement des maîtres chiens et des agents de sécurité privés, l'interdiction de la consommation d'alcool et de l'usage de la chicha sur la voie publique, et puis aussi le recrutement et l'augmentation de nos moyens en matière de police municipale que nous avons voté, et bien sûr l'utilisation de la vidéoprotection. Là aussi, les différents représentants de l'État m'ont précisé que c'était un outil très efficace pour pouvoir travailler, et notamment l'été. Au nom de la ville, je remercie l'ensemble, bien sûr, des forces de l'ordre pour leur engagement et leur implication au service des résidents baulois. Mais bien sûr, nous devons continuer nos efforts pour préserver notre qualité de vie et puis la protection des personnes et des biens. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Nous allons maintenant procéder à l'examen de 11 délibérations inscrites à l'ordre du jour pour ce conseil municipal encore estival. Et j'ai une première délibération qui est le soutien financier, le plan vélo et mobilité avec le ministère de la Transition écologique. Et je laisse la parole à Xavier Lequéré. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc le soutien financier, plan vélo et mobilité active du ministère de la Transition écologique. La ville souhaite renforcer la place du vélo sur le territoire par la mise en place d'un plan vélo afin de développer l'intermobilité sur son territoire. Le plan vélo va permettre d'identifier des itinéraires sécurisés passant à proximité des grands centres d'intérêt de la commune, de la hiérarchiser afin de décliner ces aménagements à réaliser. Aussi, il s'agit, avec la société Artelia, chargée d'élaborer le dit plan vélo, de réaliser un ouvrage souterrain, passage sous la voie ferrée du pôle d'échange multimodal de la gare de la Baule, allée des Crocus et avenue Saint-Hubert, et de solliciter les services de l'État pour leur soutien au titre du fonds plan vélo et mobilité active. C'est pourquoi je vous propose d'autoriser la commune à solliciter le concours financier du ministère de la Transition écologique pour la mise en place de cette opération. Merci, monsieur le maire. Merci, Xavier Lequéré. Donc c'est tout à fait intéressant parce que en plus, on va avoir une continuité, ce qui est prévu aussi, donc jusqu'au lycée Grand Air de Vélocéan. Donc là, on commence à faire pénétrer Vélocéan dans la ville, ce qui n'était pas une évidence avec l'ensemble des travaux qui ont lieu, notamment sous le pont Chevrel. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce sujet? Madame Boyer. C'est juste une petite observation. On ne peut que se réjouir de ce projet, mais on espère qu'il va aboutir, parce que c'est quand même
Il y a beaucoup de choses à faire, il faut avoir la subvention, il faut négocier avec la SNCF, enfin il y a pas mal de choses. Donc on espère vraiment de tout cœur que ça va se faire et ça va répondre d'une part à une demande de mobilité douce et en particulier vis-à-vis de tous les collégiennes, lycéens et lycéennes de Grand Air. C'était une des questions qu'on avait, comment faire pour sécuriser jusqu'au bout l'arrivée à la cité scolaire. Et là, on va quand même prolonger de façon intéressante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera très, très apprécié de la population. Alors évidemment, la seule chose qu'il va falloir faire comprendre maintenant, c'est que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, qu'il va falloir attendre parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup d'impatience. Oui, c'est vrai que les travaux conjoints avec SNCF, c'est toujours un peu plus long. On l'a vu pour le pont Chevrel, mais ça n'enlève en rien notre détermination. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, observations? Donc écoutez, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, deuxième délibération, c'est une modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. Et je laisse la parole à Delphine Fillou. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc, la municipalité a souhaité renforcer les actions en faveur du handicap, notamment sur les sites culturels. Je pense qu'on en reviendra plus longuement en détail prochainement, mais une journée sera entièrement consacrée à cette thématique du handicap au mois d'octobre. Donc, dans ce contexte, la bibliothèque municipale Henri Quéfélec facilite désormais les conditions d'accès aux livres et à la lecture en se dotant de liseuses et de lecteurs CD et de livres audio. Cela concerne bien évidemment les déficients visuels, mais aussi ceux qui souffrent de dyslexie, par exemple. Donc le règlement intérieur doit être modifié afin d'intégrer les conditions et modalités de prêt de ces matériels aux usagers. Ces conditions sont consultables sur place et sur le site internet de la bibliothèque. Et ces conditions sont dans les délibérations dont vous avez été tous destinataires. J'en profite également pour dire qu'au mois d'octobre, une semaine sera consacrée aux livres jeunesse et nous reviendrons dans le cadre d'une conférence sur la problématique de la dyslexie, avec les parents notamment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dans la délibération tous les détails des moyens supplémentaires. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je me permets de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, troisième délibération, c'est le rapport d'activité 2020 de la SAEML Gulfstream, donc du cinéma. C'est important. Vous savez que le cinéma repart avec les difficultés, bien sûr, du pass sanitaire et des conditions d'accès, mais en tout cas, les programmations sont riches et nombreuses, étant donné qu'il y a beaucoup de films qui étaient restés dans l'attente de sortir. Alors, je laisse la parole à Delphine Fillou. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Les chiffres du mois de juillet, les entrées du mois de juillet sont quasiment équivalentes à celles du mois de juillet 2019, donc c'est très, très encourageant. Donc pour ce rapport d'activité, la société a clôturé son dernier exercice social le 31 décembre 2020 avec un chiffre d'affaires de 270 000 € en baisse de 60% par rapport à l'exercice précédent. Cette chute étant directement liée aux périodes de fermeture d'établissements imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le nombre d'entrées est de 39 295 donc pour cette année. Il en résulte un déficit d'exploitation de 143 545 €. Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par une perte nette comptable de 15 378 € contre un bénéfice de 106 623 € l'exercice précédent. Donc notons qu'afin d'aider le Gulfstream, un ajustement sur le loyer sera proposé lors de la délibération suivante. Il est important de maintenir cet outil culturel. En effet, on voit que les chiffres 2021 sont encourageants, mais rappelons que les 4 premiers mois 2021 ont été nuls en termes d'entrée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fillou. Je vous rappelle que c'était un beau cinéma municipal. On oublie parfois de le rappeler. Et donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a de très bons films qui sortent en ce moment. Je ne dirai pas lesquels, mais voilà. Est-ce qu'il y a des observations ou des commentaires sur cette délibération? Je crois que la suivante d'abord complétera celle de Madame Fillou. Madame Boyer.
Merci de rappeler que c'est un cinéma municipal, parce que les Baulois et les Bauloises eux-mêmes ne le savent pas, et quelquefois vont, pour des raisons plus ou moins idéologiques, dans des cinémas associatifs. Et on peut aussi soutenir notre cinéma municipal, et c'est moi qui le dis. Voilà. Et en plus, vous avez le choix, parce que quand même, il y a des programmations en ce moment qui sont riches. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette délibération? Donc, je propose à mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Alors, la parole est à maintenant Jean-Philippe Dupuis pour l'avenant au bail commercial Gulfstream dont a évoqué Delphine Fillou. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Donc, je reprends la parole sur la partie financière. Donc, pour soutenir l'activité du cinéma, il vous est proposé d'ajuster des loyers sur la période 2020 et 2021. En 2020, par une réduction du loyer à hauteur de 4 227,14 € TTC, soit un trimestre de loyer, et une réduction de loyer sur l'année 2021 à 12 000 €, c'est-à-dire 3 trimestres. Donc en 2020, on ramène le loyer à un trimestre et en 2021, on le réduit d'un trimestre. À compter de 2022, les dispositions du bail se réappliqueront avec les formules de révision initialement prévues. Je vous propose donc d'autoriser, monsieur le maire, à signer un avenant au bail commercial qui lie la ville de La Baule-Escoublac avec le cinéma afin d'intégrer ces ajustements. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations? Même si la perte de 15 000, un peu plus de 15 000 € cette année, et je dirais une perte relative par rapport au déficit d'exploitation qui a eu lieu. S'il n'y a pas d'observation particulière, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 5, le contrat de concession distribution électrique partagée, et il y a une modification de périmètre. Je vais donc laisser la parole à monsieur Bertrand Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, très rapidement, le SIDELA, qui est le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, modifie son périmètre, et donc il est nécessaire pour intégrer des communes comme Fresnes-sur-Loire, qui intègrent les communes nouvelles d'Ingrande, Le Fresne et Frégnier, celle de Vallon-de-Lerne, d'augmenter le périmètre. Ça ne modifie en rien les conditions contractuelles pour la ville de La Baule-Escoublac, mais on devait passer cette délibération. Je vous remercie. Bon. Est-ce qu'il y a des observations en la matière? Ce changement de périmètre du CIDELA. Si on n'a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? D'abstention? C'est adopté. Alors, délibération suivante, en plus à connotation sportive. Et donc là, je vais laisser la parole à monsieur Christophe Mathieu sur le renouvellement de la convention d'objectifs triennale entre les villes de La Baule-Escoublac, de Guérande et l'Union sportive Grande Presqu'île Handball. Merci monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Donc le club de La Baule Handball de Côte d'Amour et le club de Guérande US Guérande Handball ont fusionné en 2017 afin de permettre une mutualisation de leurs moyens sous la nouvelle dénomination Union sportive Grande Presqu'île Handball. La fusion des deux clubs a permis le maintien de l'accueil des licenciés dans les deux communes, ainsi satisfaire une pratique sportive de qualité à la fois au niveau des conditions d'accueil et de l'encadrement. Cette initiative démontre la clairvoyance des deux clubs dans un projet sportif et qualitatif commun en faveur des publics jeunes du territoire. En 2018, et afin d'assurer un engagement pérenne des deux communes sur 3 ans, au bénéfice de cette nouvelle structure, une convention d'objectifs tripartite entre l'association de la ville Guérande et la ville de La Baule-Escoublac a été engagée afin de soutenir efficacement cette fusion. Les bilans réalisés annuellement ont démontré au cours de cette période une augmentation du nombre de licenciés baulois et une participation active de l'association aux événements engagés par la ville de La Baule-Escoublac et pour lequel la participation du milieu associatif était essentielle à la réussite. Cette convention arrivant au terme de sa validité, il est proposé au conseil municipal de valider la reconduction de celle-ci et d'effectuer une revalorisation de l'engagement financier à hauteur de 4 000 € par an. Pour mémoire, la subvention annuelle de la ville de La Baule-Escoublac pour l'année 2018 à 2020 était de 3 000 € par an. Merci, monsieur le maire.
Merci, Monsieur Mathieu. C'est toujours bien que les clubs fusionnent ou se rapprochent plutôt qu'ils se divisent en deux pour la même discipline. Bon entendeur. Mais bon, en tout cas, c'est le handball en plus. On peut dire qu'ils nous ont donné un peu de fierté pour les Jeux Olympiques. On est très contents. Est-ce qu'il y a des observations en la matière? Vous avez une question, monsieur le maire. Oui, Daniel Ruel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Je voulais simplement savoir comment se passe dans la convention les entraînements. C'est sur la Baule, c'est sur Guérande. Voilà, simplement savoir un peu comment ça s'organisait. Merci. Monsieur Mathieu. En fonction des équipes et puis des catégories d'âge, les entraînements sont faits ou sur Guérande ou sur la Baule dans les différents gymnases, ainsi que les matchs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, questions? Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante, subvention à une association, toujours dans le domaine sportif. Mais là, c'est la voile. Monsieur Mathieu. Rebonsoir. Donc, subvention à une association. Sébastien Rogue est un navigateur professionnel baulois. Il navigue sur Primonial, un trimaran classe multi 50, que vous pouvez voir régulièrement dans la baie où il fait ses entraînements. Son palmarès est notamment la victoire de la Transac Jacques Vabre en 2013, où il est devenu le plus jeune vainqueur, et la participation à 6 courses transatlantiques. Il va participer à nouveau à partir du 15 octobre prochain à la Transac Jacques Vabre, puis à la Route du Rhum l'année prochaine. Pour rappel, il a aussi été le créateur de la Falling Bay dans la baie. La voile et notre commune sont intrinsèquement liées. Sébastien Rogue s'inscrit ainsi dans la lignée des grands navigateurs locaux, comme les frères Pajot, Yves Laudet, les frères Perron. Il réside ici où ses enfants sont scolarisés. Il a reçu la médaille de la ville des mains du maire précédent. Il est donc logique que nous continuions d'apporter notre soutien à cet ambassadeur de la Baule-Escoublac dont il fait la promotion. Avec cette convention, nous bénéficierons de la retombée médiatique. La ville de la Baule figurera en bonne place sur toutes les voiles de son bateau ainsi que sur tous les événements de son équipe. Il sera visible sur les images et les vidéos. Par ailleurs, des rencontres avec les Baulois vont être organisées ainsi le 2 et 3 octobre prochain, avant le départ de la Jacques Vabre. Une journée porte ouverte sera proposée aux Baulois. 450 d'entre eux pourront visiter Primonial, qui sera à quai sur le port de la Baule-le-Pouliguen. Il y aura en parallèle des animations sur le quai. Pendant la course, des échanges en direct réguliers auront lieu avec le navigateur, avec des bornes Internet en différents endroits de la ville, dont le marché. Dans le calendrier du trimaran, 2 journées de navigation privée seront proposées aux Baulois. Des rencontres entre les scolaires et le skipper sont prévues. Sébastien Rogue leur expliquera comment s'organise une transatlantique, comment il la prépare, le quotidien à bord, une sensibilisation aux enjeux environnementaux, et il répondra à toutes leurs questions. Et comme nous sommes une ville de sport nautique, j'en profite pour faire une brève parenthèse et vous parler de Lola Sorin, qui est actuellement au championnat du monde de planche à voile formule foil. Cette jeune Bauloise de 18 ans, lycéenne à Grand-Air, est l'actuelle championne du monde. Elle est actuellement en compétition, encore une fois, pour défendre son titre. Cette sociétaire du CNBPP prépare aussi les JO 2024, où elle représente une grande chance de médaille pour nous. Nous allons également logiquement la soutenir dans sa préparation olympique. Nous sommes en train de définir de quelle façon nous allons le faire. Une convention est en cours de préparation. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, Pour revenir à Sébastien Rogue, je vous propose donc d'attribuer une subvention de fonctionnement et de signer une convention avec l'association La Baule Passion Voile pour un montant de 40 000 €. Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant, toutes ces initiatives en matière de voile. Madame Boyer. Alors, d'abord, c'est un très très beau projet et c'est vrai que Sébastien Rogue, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il mérite d'être soutenu et ça fait finalement connaître le nom de la Baule un petit peu partout et en particulier dans le domaine nautique, ce qui est vraiment intéressant. 40 000 €, c'est quand même
une somme non négligeable. Alors, j'ai été me renseigner un petit peu quand même pour voir toutes ces activités. Et c'est vrai que je pense qu'il faut mettre aussi l'accent sur la relation avec la population des Bauloises et des Bauloises et surtout les jeunes scolaires. Parce que ça, c'est quand même, je pense que tisser des liens avec une association et avec un navigateur de tel renom, c'est bien aussi pour motiver nos jeunes et pour voir tout ce qu'on peut faire pour valoriser aussi notre baie sur le plan nautique, parce que finalement, elle n'est pas si valorisée que ça sur le plan nautique, notre baie. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est vrai que autant saisir cette opportunité et donc aider Sébastien Rogue, mais dans toute l'ampleur de ce qu'il peut faire pour notre ville. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr. Et je crois que dans la Convention, il y a prévu un programme avec les scolaires, hein, justement, de rencontre avec les scolaires, de sensibilisation à la fois à la navigation, mais aussi aux enjeux environnementaux. Hein, c'est ça. Parce que là, parce qu'en ce moment, on voit le Wonder of the Sea, mais c'est moins environnemental que le foil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interrogations sur cette convention? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, nous allons passer aux questions plus fiscales. Et donc, c'est délibération numéro 8 sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Et là, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire. Les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Le conseil municipal, en séance du 12 septembre 2016, avait supprimé cette exonération au titre de l'année 2019 pour tous les immeubles, sauf ceux financés au moyen de prêts aidés par l'État. Par contre, la part départementale de la taxe foncière bâtie était restée exonérée pendant les 2 premières années. À compter de 2021, à la suite du transfert de la part départementale de la taxe foncière bâtie au profit des communes, ce dispositif ne fonctionne plus et l'article 16 de la loi des finances de 2020 prévoit que cette suppression d'exonération n'est plus possible. Il est cependant proposé au conseil municipal de maintenir l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles 301.1, 301.6 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Dupuis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que, en fin de compte, c'est un transfert, hein, fiscalité. C'est plus le département. Si je peux me permettre, nous. Oui. Voilà. Donc, en réalité, comme la commune est amenée à ne plus percevoir la taxe d'habitation, l'État a essayé de trouver une recette. Donc, elle déshabille finalement le département en transférant l'argent du département chez nous. Par contre, on ne sait pas où elle trouvera l'argent pour compenser auprès du département. Voilà. Merci. C'est un cas qui n'est pas un cas d'école, malheureusement. C'est souvent le cas en matière de fiscalité locale. On a connu d'autres exemples. Est-ce qu'il y a des observations à la matière? Non, s'il n'y a pas d'observation, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération suivante, c'est le remplacement d'un membre au comité consultatif du GESI. Et là, je laisse la parole à Annabelle Garand. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il y a 1 an à peu près, lors de la séance du 25 août dernier, notre conseil municipal avait délibéré pour reconduire le comité consultatif du quartier du GESI. C'est un comité qui, je vous le rappelle, comme les autres comités, est chargé d'examiner les problèmes d'intérêt relatifs au quartier et de prendre en compte les aspirations et les attentes de ses habitants. Afin que les comités soient donc représentatifs, il y a
3 collèges différents. Il y a le premier collège qui comporte des membres qui sont donc nommés et approuvés en conseil municipal. Il y a également 2 autres collèges, celui des représentants des associations locales et celui des habitants qui se sont portés volontaires pour venir travailler et réfléchir à nos côtés. Concernant donc le conseil que nous allons donc remodifier ce soir, pour mémoire, nous avions déjà dû revoter le 19 février dernier en raison du remplacement de M. Gontier par Mme Lamy. Ce soir, c'est M. Laurent Sarver qui nous a présenté sa démission pour la simple raison qu'en fait, il a déménagé et qu'il n'habite plus le quartier. Donc, il n'y a plus de logique à ce qu'il en fasse partie. Et donc, nous le remercions pour sa participation sur cette année et pour nous avoir présenté sa démission en toute franchise. Nous vous proposons ce soir de voter pour Jean-Philippe Plançon, qui donne son accord, bien évidemment, pour participer avec nous à ce comité de quartier. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Philippe est un infirmier qui est très impliqué déjà dans la vie locale et dans la vie municipale. Il est à la tête d'une association. Il travaille beaucoup avec nous également au centre de vaccination, où il est référent, notamment avec les autres infirmiers. Afin que vous ayez tous les éléments en tête, le comité consultatif du quartier est donc composé des membres suivants. Je vais juste reprendre la liste des membres pour lesquels nous revotons. Donc, il y a moi-même, Sophie Douchin, Sandrine Levoédec, Dany Lamy, Anne Boyer, Lionel Dribaud, Michel Lebars et donc, si vous l'acceptez, Jean-Philippe Plançon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Annabelle. Monsieur Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, je profite de cette délibération en lien avec la démocratie participative pour vous annoncer la fin prochaine les travaux de l'annexe de la mairie que nous ouvrirons au mois de septembre, place des Palmiers, dans le quartier La Jarige. L'ouverture de cette mairie annexe traduit la volonté de notre équipe municipale de permettre aux Bauloises et aux Baulois d'accéder plus facilement aux services publics et plus largement de leur redonner la parole au travers des différents comités, comme l'a évoqué Madame Garand, les permanences d'élus et les réunions de concertation, comme celle qui a été organisée par Madame Rival et son équipe sur la promenade de mer le 5 août dernier. Je vous remercie. Merci. On aura l'occasion d'inaugurer cette annexe de mairie dans le mois de septembre, mois d'octobre. Mois de septembre, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres observations? S'il n'y a pas d'observation, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 10, c'est la commission extra-municipale, jumelage et relations internationales. Et là, je laisse la parole à Delphine Fillou. Merci, monsieur le maire. Donc, l'association Comité de jumelage a prononcé sa dissolution lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 8 juin 2021. La municipalité souhaite en effet rattacher les activités du comité de jumelage à ma délégation en l'érigeant ainsi comme une compétence d'intérêt communal rattachée au service culturel de la ville. Il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de créer une commission extra-municipale pour piloter et animer les relations avec les villes jumelées et développer les relations internationales avec d'autres villes. Cette commission que je présiderai se composera de membres élus, de représentants du monde associatif et de la société civile, ainsi que des enseignants représentant leur établissement. J'en profite d'ailleurs, j'anticipe votre approbation pour vous dire que Olivier Lecor, professeur d'histoire et géographie, est actuellement en visite auprès de nos amis de Cervia, en Italie. Donc, afin de porter les projets existants ou à développer tout au long du mandat municipal. Donc, voilà l'objectif de cette commission. Elle s'appuiera donc sur des membres actifs dans l'objectif de donner un nouvel élan au rayonnement international de la Baule. Le secrétariat de cette commission sera assuré par la direction de l'éducation, des sports, de l'animation et de la culture. La clôture des comptes de l'association, donc de comité de jumelage, laisse apparaître un solde positif de 23 590,16 €. Conformément à l'article 23 de ces statuts, l'ensemble de l'actif net subsistant est obligatoirement dévolu à la commune de La Baule-Escoublac dans un délai maximum de 6 mois. Donc je vous propose aujourd'hui d'adopter la création de cette commission et la proposition relative aux membres titulaires qui la composent, que vous avez pu voir dans les documents qui vous ont été remis en amont de ce conseil municipal. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques et des questions sur ce jumelage avec des objectifs de se rapprocher de quelques villes, notamment de l'Europe du Nord, je crois.
S'il n'y a pas d'observation, écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération dernière, qui est le tableau des effectifs. Et là, je laisse la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'objet, modification du tableau des effectifs. Afin de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité voté par l'Assemblée délibérante, il est nécessaire de procéder à des réajustements en créant et en supprimant des postes en vue d'intégrer les avancements de grade, les recrutements en cours ou futurs et de respecter la réglementation en vigueur. Pour information, il s'agit de créer pour le personnel titulaire 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, un poste de technicien principal de première classe, 5 postes d'agent de maîtrise, 4 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe, un poste d'auxiliaire de puériculture principal de première classe et un poste d'attaché collaborateur de cabinet à temps complet. Et parallèlement de supprimer pour le personnel titulaire un poste d'administrateur, un poste de rédacteur principal première classe, un poste de technicien, 4 postes d'adjoint technique, un poste d'attaché chargé de mission à temps non complet 28 heures, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif et vu l'avis positif du CT en date du 10 juin 2021, il vous est proposé d'adopter le tableau des effectifs annexé à cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ce tableau des effectifs? Si on n'a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, ensuite, questions diverses. Est-ce qu'il y a certaines questions diverses? Je sais qu'il y avait quelques communications. Madame Boyer. Merci, Monsieur le maire. Alors, je pense que la plupart d'entre nous, la totalité d'entre nous, sommes très très sensibles à tout ce qui se passe actuellement en Afghanistan, ce qui est un drame absolu. Et évidemment, ça va amener de nombreux réfugiés dans de nombreux pays, y compris le nôtre. Et nous nous posons vraiment la question d'un accueil digne, en particulier pour tous les Afghans et Afghanes qui ont contribué à nous aider quand nous, Français, nous étions dans ce pays. Et donc, de mémoire, il y a eu en d'autres temps des réfugiés afghans qui ont été très très mal accueillis en France et franchement, je pense que nous pourrions avoir honte de la façon dont ils sont accueillis parfois, alors qu'ils nous ont rendu service et que nous aussi, nous avons essayé finalement de leur montrer tous les avantages de la démocratie. Nous avons peut-être pu leur faire croire parfois, sans doute à tort, que peut-être un régime démocratique exactement comme le nôtre pouvait se mettre en place comme ça instantanément. Donc il ne faut pas décevoir les espoirs. Et donc, nous sommes un certain nombre à nous dire que la Baule se veut être exemplaire sur le plan environnemental, sur le plan du rayonnement international, par exemple, sur le sport, sur la voile, et qu'on pourrait être aussi exemplaire sur le plan de l'accueil de ces réfugiés afghans qui vont arriver en nombre en France et qu'il faut pouvoir accueillir de façon digne, c'est-à-dire pouvoir les loger, pouvoir... à moyen terme, au moins, leur permettre de vivre correctement. Et donc, nous pensons que la Baule peut proposer d'accueillir un certain nombre de ces réfugiés, en particulier celles et ceux qui ont servi finalement la France au moment où nous y étions. On n'est pas obligé d'accueillir tout le monde, bien sûr, parce que je pense que le nombre de réfugiés va être très, très important, mais on pourrait au moins dire nous pouvons accueillir celles et ceux dont nous sommes redevables finalement de tout ce qu'ils ont fait. Voilà. J'ajoute que des associations m'ont déjà contacté pour me dire qu'ils étaient prêts à aider la commune de La Baule à mettre en place cet accueil si besoin. Merci beaucoup. Bon, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur les médias nationaux sur ce sujet. L'Afghanistan, aujourd'hui, vit un moment terrible de son histoire.
avec un retour en arrière effroyable, qui rappelle des périodes qu'on n'aurait pas souhaité revivre maintenant, et qui tombe sur un régime totalitaire, religieux, avec l'application de la charia, et dont les conséquences que l'on connaît, notamment pour les femmes, qui va être bien évidemment une épreuve terrible pour l'ensemble de ces Afghans. Alors, moi je tiens à rappeler quand même une chose, c'est qu'il faut bien dissocier l'immigration irrégulière des réfugiés politiques. Et là on parle de réfugiés politiques. Bien évidemment, je ne pense pas que le gouvernement français soutienne une telle politique. Et donc, en l'occurrence, il faut faire vraiment la dissociation entre les deux. Par contre, la politique migratoire de la France, elle ne se fait pas dans les municipalités, elle se fait au niveau national, si ce n'est européen. J'ai rappelé que la France allait présider la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier, et qu'elle se devait de mettre en place à la fois un droit d'asile européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour permettre d'organiser pour chacun des pays l'accueil des réfugiés politiques. Je vous rappelle que quand il y a eu un tel événement pour la Syrie, la France a accueilli 30 000 personnes, l'Allemagne en a accueilli 1,5 million. Et cette politique disparate n'est pas cohérente et arrive à parfois des situations qui ne sont pas humaines. Donc il faut bien sûr à la fois ça, et puis aussi, ce qui est important, parce que c'est un sujet, une cellule antiterroriste européenne, parce qu'on le sait très bien qu'à proximité de l'Afghanistan, vous avez des pays qui ont le nucléaire, je pense notamment au Pakistan. Il y a aussi des pays qui ont des régimes proches de ce que voudraient adopter, j'imagine, les Afghans, je pense à l'Iran. Et donc ces pays-là vont accueillir aussi des réfugiés. Donc toute cette politique-là, elle ne se fait pas bien sûr à l'échelle municipale, mais elle se fait à l'échelle nationale, si ce n'est européenne. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, bien évidemment, je dirais, on a toujours eu une main tendue à l'endroit de ceux qui sont en difficulté, surtout des réfugiés politiques, et c'est le cas, bien sûr, de la ville de La Baule. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on ait aussi des logements d'urgence. Je vous rappelle que les logements d'urgence, aujourd'hui, sont pleins. Et donc on verra à l'aune de ce qui sera décidé au niveau de l'État, ce qui sera possible de faire pour la ville de La Baule à l'endroit de ces hommes et de ces femmes qui sont en pleine détresse. On a vu les terribles images encore il y a quelques jours sur l'aéroport de Kaboul, où déjà l'ambassadeur de France, que je connais très bien, comme vous le savez, qui est présent là-bas, essaye de gérer au mieux le départ à la fois des Français, mais aussi des Afghans qui nous ont aidés pour essayer de mettre en place une politique qui soit humaine à l'endroit de tous les Afghans. Je vous rappelle que sur l'Afghanistan, il y avait 39 pays de présents. Et c'est vrai que c'est un échec de la communauté internationale, le triste spectacle que l'on voit aujourd'hui par médias interposés. Donc voilà, donc il n'est pas question, bien évidemment, de laisser tomber les réfugiés politiques afghans, et on verra avec l'État, avec la préfecture des Pays de la Loire en la matière, avec le ministère de l'Intérieur, ce qu'il est possible de faire si la situation amène à se présenter à nous. Mais je ne veux pas non plus de course à l'échalote du maire qui dira moi je suis présent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une politique humaine qui doit être équilibrée, qui doit être travaillée, parce que quand vous acceptez des réfugiés, il faut penser au temps que vous allez leur consacrer, au temps où ils vont rester sur le territoire, aux moyens que vous allez leur donner pour les aider, pour scolariser parfois des enfants. Donc toute cette politique-là, elle se fait en cohérence avec l'ensemble des communes. Et je vous rappelle qu'on a 35 000 communes en France. Et donc, il n'y a pas de déclaration à faire. J'étais assez choqué par certains maires qui faisaient des déclarations plus à objectif politiciennes que humanitaires. Je pense que les Baulois sont des gens qui sont accueillants, qui ont été très sensibles aux images terribles que l'on a vues, qui sont très inquiets pour la situation des femmes afghanes dans les mois à venir, si ce n'est dans les heures à venir, quand je vois l'évolution de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Et donc de ce fait-là, on sera bien évidemment très attentif à ce que l'État et les messages qu'ils nous adresseront à l'endroit de ceux qui pourraient se rendre et arriver en France. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, et on le fera en toute transparence et avec le conseil municipal.
Et je regrette, c'est une parenthèse, qu'il n'y ait pas de session extraordinaire du Parlement français pour parler du cas des réfugiés politiques afghans. Je trouve ça incroyable que ces discussions se fassent entre les ministres, le président de la République et le Premier ministre, alors que c'est un sujet dont tous les Français ont été très sensibilisés et que ça devrait être une discussion au niveau du Parlement. Il pourrait y avoir une session extraordinaire au mois de septembre qui permettrait d'évoquer le sujet et bien sûr d'essayer de traiter ça de façon sereine, sans idéologie, sans manipulation. Parce que là aussi, l'intervention du président il y a quelques jours était une intervention où on a pu confondre le statut d'émigré irrégulier et le statut de réfugié politique, ce qui est tout à fait regrettable, ce qui n'est pas la même situation. Voilà, vous me permis de faire une petite parenthèse sur ce sujet, mais je voulais, parce que c'est un sujet, je me suis rendu plusieurs fois en Afghanistan, et je trouve que c'est un sujet qui nous est, sur lequel les Français ont été très sensibilisés. Merci en tout cas pour votre intervention. Madame Boyer. Puis-je ajouter une toute petite remarque? Les associations qui m'ont contacté ont bien souligné qu'il fallait que ce soit sans idéologie, que tout le monde était concerné, et qu'il fallait finalement toutes les bonnes volontés pour répondre à une question humanitaire. Et donc, effectivement, c'est un accueil qui doit s'organiser sur le plan national, mais il semblerait logique à plusieurs d'entre nous de dire que la Baule peut faire dire nous sommes là, nous sommes prêts s'il y a besoin d'accueillir, évidemment pas dans l'urgence, parce que sinon ça c'est absolument catastrophique, c'est-à-dire il faut un programme d'accueil pour que ces personnes qui vont arriver, ces familles soient bien accueillies, et je disais à moyen terme il faut qu'elles puissent rester, avoir une situation qui puisse perdurer. Bien sûr, mais les Baulois ont du cœur et ont le sens des responsabilités, donc on saura faire ce qu'il faut faire au bon moment. Madame Rival. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais simplement vous rappeler que le pont Chevrel va fermer à nouveau le 5 septembre. Donc, je pense que c'est important de le savoir. Nous allons retourner dans nos déviations que monsieur Le Quéré va nous mettre, avenue Marcel Rigaud et ailleurs. Mais bon, ça a bien fonctionné pendant un an. Les Baulois et les Bauloises ont su être patients aussi par rapport à ces travaux. Donc, il ferme jusqu'au mois d'avril 2022. Il sera réouvert pour la période des fêtes de Noël. Et bon, j'ai eu beaucoup de retours, moi, sur la circulation partagée entre les vélos et les voitures. C'est vrai que c'est un peu dangereux, mais ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'accident et ce n'est que du provisoire. Donc, on referme le pont pour faire toute la circulation, piétons, vélos. Bon, le tapis de roulement est fait, lui. Et c'est surtout faire les parements aussi en pierre pour descendre au Floralie, oui, je ne me trompe pas, c'est ça, au Floralie. Et on doit travailler avec Sophie, Caroline, Alain et moi-même sur tout l'aspect paysager en bas du pont, puisque ces travaux seront faits aussi avant la réouverture en avril 2022, puisque c'est vraiment l'entrée de notre ville. Et le projet immobilier avec espace domicile sur le côté droit, quand vous allez vers Guérande, il a bien avancé. Le permis va être déposé bientôt. Il y a vraiment un très, très beau projet. Et nous n'oublierons pas, sur la demande de monsieur le maire et de monsieur Renaud, d'y mettre les drapeaux. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, n'hésitez pas à le dire, parce que le 5, on ferme. Voilà, merci de votre attention. Pour ouvrir au mois d'avril. Et Noël. Noël, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Renaud. Oui, merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Je voulais revenir sur le problème de l'Afghanistan. Nous sommes bien sûr dans l'émotion aujourd'hui concernant ce drame qui se passe dans ce pays qu'on connaît bien. Je voudrais simplement rappeler que ce problème des réfugiés et des gens qui ont été auprès des forces françaises en particulier a toujours fait l'objet de débats assez importants. C'est pas la première fois. On a eu le cas dans les Balkans, on a eu le cas en Afrique. Moi, pour ma part, j'ai été engagé une dizaine de fois dans les opérations extérieures, donc j'ai connu ça de très près. On a un devoir, bien évidemment, d'accueillir ces gens qui ont été auprès de nous. Je pense aux conducteurs, aux cuisiniers, etc., aux interprètes, j'en passe, c'est des meilleurs. Je pense aussi qu'on aura encore d'autres théâtres où le problème se posera, peut-être au Mali, quand il sera décidé, probablement dans quelques années, peut-être même avant, de quitter cette opération extérieure. Donc c'est vrai que c'est un devoir. En même temps, je crois qu'il faut avoir évidemment le recul nécessaire pour bien voir qui on fait rentrer et qui on accueille sur nos territoires, avec toujours cette idée un petit peu, notamment en Afrique, que quand vous accueillez quelqu'un, vous en accueillez peut-être 10 derrière.
parce qu'il y a des familles qui sont en danger et les ressortissants ne souhaitent pas qu'elles restent sur place. Donc finalement, c'est un phénomène assez important, assez grave au niveau national, bien évidemment. Et pour les communes qui seraient à même d'accueillir, bien sûr, c'est une prise en compte assez pas simple qui demande beaucoup de réflexion. Merci, monsieur Renaud. Je tiens à dire que la France a été quand même assez exemplaire sur les exfiltrations, parce qu'il y a déjà plusieurs semaines que nous exfiltrons, notamment des Afghans qui nous ont aidés dans la gestion locale, pour permettre, sachant très bien que ça pouvait être les premières cibles des talibans. Donc c'est un des pays assez exemplaires en la matière, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que des Français, mais aussi des Afghans, quittent le territoire afghan pour aller via d'autres pays, retourner dans une zone plus sécure. Monsieur Renaud, oui. Oui, je rappelle que c'est le rôle des forces spéciales qui ont été dépêchées sur place, par petits groupes, d'aller chercher les ressortissants dans n'importe quel coin de la ville, selon des processus qui sont également aujourd'hui bien rodés, pour pouvoir extraire même les personnes les plus isolées, qu'elles soient françaises, européennes ou d'autres pays, ou également afghanes, pour pouvoir les ramener à l'aéroport dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Fillou. Merci, monsieur le maire. Il est vrai que, sans revenir sur le sujet, c'est vrai qu'en tant que femme, forcément, on est particulièrement ému et touché. Et, je vous remercie d'avoir apporté ce sujet ce soir. Donc tout ce que je vais dire paraît peut-être du coup futile, mais c'est vrai que ça fait écho avec l'exposition qui a eu lieu cet été sur sororité, égalité et liberté. On revenait sur des parcours de femmes assez remarquables, sans être féministe ni militant. Donc cette exposition a eu un véritable succès. On a près de 7000 visiteurs du 17 juillet au 20 août. Donc je voulais souligner, c'est vrai que l'artiste me disait que des femmes d'un certain âge revenaient avec les petits-enfants, ils revenaient plusieurs fois pour parler de ces questions-là. Donc malheureusement, l'actualité fait écho avec ces questions de la place de la femme dans notre société. Le musée Beuch a également eu une hausse d'à peu près de 20% de visiteurs par rapport à l'année dernière, donc des bons chiffres, un petit peu en recul par manque de visiteurs férus d'art contemporain venant de pays européens. On a quand même eu un petit peu moins de visiteurs étrangers. J'ai plaisir aussi à revenir sur une initiative de monsieur le maire cette année avec du théâtre pour enfants donc dans le cadre des Mardis au Bois. Donc un véritable succès avec une jauge pleine à chaque fois. Donc on renouvellera l'expérience l'année prochaine. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe des agents, toute l'équipe municipale pour mettre en place ces actions. Et enfin, je vais revenir aussi sur les journées du patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi de les faire une semaine avant les dates officielles, car il y aura le triathlon lors des journées du patrimoine. Donc elles auront lieu à la Baule les 11, 12 et 14 septembre. Donc l'année dernière, c'était vraiment un véritable succès. On va renouveler des visites de l'hôtel de ville qui vont être enrichies avec une exposition de photos, une conférence. La thématique de cette année étant patrimoine pour tous, patrimoine inclusif, nous allons aussi proposer des ateliers ludiques à destination des enfants pour sensibiliser à l'architecture, à l'histoire architecturale de la Baule. Également des thématiques sur la culture bretonne au musée Beuch. Donc tout le programme complet sera en ligne sur le site internet de la Baule très prochainement. Voilà, je vous remercie. Merci Delphine Fillou. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Xavier. Un homme et une femme. Merci Monsieur le maire. Je voulais revenir sur une intervention qui avait été faite par Madame English, je crois que c'était en juillet, sur le Beach Marshall. Et je voudrais apporter des compléments d'information. Il s'avère que pendant le mois de juillet, nous avons reçu, avec Monsieur le maire, on a reçu les différentes associations, Glisse Évolution, l'Abbé Glisse, pour justement trouver un terrain d'entente sur le chenal 413, qui se situe d'immeubles en vague. Et également, on a sollicité Pornichet pour avoir, une bonne relation
Et la relation a été très bonne parce que on a trouvé donc une possibilité en fin de compte d'être à la 3e bouée pour le kitesurf pour qu'il puisse évoluer. Et actuellement, en fin de compte, ils peuvent faire des sorties très très facilement. J'ai eu un petit rapport où en fin de compte, en 14 journées, rien que pour le mois de juillet, on a 172 participants qui ont pu en fin de compte faire du kite. Et ce sont des kiteurs avertis. Ce ne sont pas des débutants. Ça, par contre, c'est interdit. Et puis, donc là-dessus, les associations ont validé le fait que le Beach Marshall, jusqu'à preuve du contraire, les CRS pouvaient en fin de compte prendre pleinement cette attribution pendant la saison, parce qu'en fin de compte, ils sont là pour ça, et surtout au poste qui est donc auprès des immeubles en vague. Ils ont la vision parfaite. Ils sont aussi en accord avec Mondin, donc avec Pornichet, le matin, pour pouvoir avoir justement cette possibilité de dire on ouvre ou on n'ouvre pas. Donc en fin de compte, il nous a semblé élémentaire de pouvoir changer l'arrêté avec Pornichet, et donc il est mentionné que c'est donc les CRS qui, pendant la saison, font en fin de compte office de Beach Marshall. Voilà, c'était pour répondre à votre interrogation. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était un profil d'un CRS qui en plus était kiter. Donc il cumulait les avantages. Madame Briand, Laurence Briand. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais tout simplement vous présenter un nouvel événement, toujours dans l'objectif de renforcer l'attractivité de notre ville. Donc cet événement aura lieu fin septembre, exactement 24, 25 et 26 septembre. L'objectif est de valoriser nos restaurants et surtout cette offre large et qualitative. Donc en fait, c'est un événement qui se veut festif, familial. Les restaurants partenaires organiseront des animations dans les restaurants pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Les animations peuvent être diverses. Elles peuvent avoir une dimension culinaire, mais aussi musicale, mais aussi par exemple de la magie. Et il y aura aussi des animations dans les quartiers. Pour aller plus loin et pour se positionner aussi sur l'excellence culinaire, donc nous avons travaillé avec Pomona, qui est partenaire de Top Chef, donc l'émission très réputée. Et donc nous organisons un concours des chefs baulois à travers une recette qu'ils nous présenteront à travers les coques pour valoriser notre banc de coques, donc qui est vraiment à portée de main. Oui, mais bon, oui, ces coques-là. J'ai vu oui. le regard de certains, ils pensaient... Non, alors c'est volaille, TOC. Voilà, c'est TOC, T-O-Q-E-S, et COQ, Q-E-S. Voilà. Donc, en fait, nous organisons ce concours et nos restaurateurs vont nous proposer des recettes. Dans un cadre de dynamique pour faire participer le plus grand nombre, ces recettes seront publiées sur, bien sûr, les réseaux sociaux et les internautes pourront choisir une recette. Par contre, notre jury, que vous allez apprécier pour sa qualité, puisqu'on aura Éric Mignard, chef étoilé, mais aussi Samuel Albert, qui est lauréat de Top Chef 2019, plus un Baulois, choisiront 4 recettes. Et donc, le jour J, le samedi, on aura 5 chefs qui vont concourir pour faire ces recettes devant nos yeux. Et donc sera délivré le titre de ce chef baulois à l'issue de ce concours. Toujours pour faire participer le plus grand nombre, donc on va inciter tout le monde à participer aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, à la sélection de ce qui leur paraît être la meilleure recette. Et donc, nous aurons 5 internautes parmi les plus participatifs qui seront sélectionnés pour participer à une masterclass qui sera donc donnée par Éric Mignard et Samuel Albert. On n'oublie pas les petits, donc j'anticipe déjà la remarque de Anne Boyer. Donc, avec Annabelle Garand et Karine Chalier, nous avons travaillé pour inclure les écoles dans le dispositif et tous les petits Baulois de CE2, CM1, CM2 participeront à travers une recette de gâteau qu'ils vont nous proposer, plus le dessin assorti, et donc on aura la masterclass des petits chefs. Donc rendez-vous 24, 25, 26 septembre. Merci beaucoup. Alors tant que j'ai la parole, Franck. Petit. Si vous avez des envies de shopping, c'est toujours les journées commerciales, Avenue de Gaulle, je pense que ça n'a pas dû vous échapper. On a intégré samedi
En plus, vous allez voir, samedi, on a intégré le marché et l'avenue de l'Âtre qui seront totalement piétonnisés. On aura aussi le casino, donc, et ils vous attendent. Et puis, bien sûr, ce soir, les nocturnes du marché. Nous avons beau temps, comme pour les vendredis précédents. Et puis, la dernière, ça sera le 27 août et on vous attendra encore plus nombreux pour fêter la dernière. Merci, espérons qu'on les retrouve peut-être cet hiver, en fin d'année, comme le projet qui était prévu. Annabelle Garand. Oui, merci. Alors, un petit peu moins festif, un petit peu plus sérieux. La rentrée des classes. C'est beaucoup moins fun tout de suite. Non, je vais essayer tâcher d'être brève. Notre rentrée des classes va se dérouler cette année encore dans une situation sanitaire légèrement particulière. Je voulais indiquer aux parents d'élèves qui suivent éventuellement ce conseil municipal que l'éducation nationale a édité un guide qui se veut pour une fois à peu près clair. Donc, qui a le mérite d'être accessible et d'être, je pense, lu par les parents, car leur implication est nécessaire pour que l'année se déroule correctement. Le guide va être, le lien en tout cas pour charger le guide va être mis en ligne sur le site de la ville municipale. En résumé, nous serons soumis à un code couleur, donc qui va de vert à rouge, qui se décline sous 4 codes couleurs. Au vert, tout va bien, on ne met pas de masque. Et à partir du jaune, donc dès le 2e niveau, nos élèves, dès l'élémentaire, seront soumis encore une fois à port du masque obligatoire. Je ne vais pas détailler les autres mesures qui sont peu ou prou la même chose que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Juste pour vous préciser que ce n'est pas la mairie qui décidera du passage d'une couleur à l'autre, ce sont les autorités de santé qui décideront de cela en cohérence et en cohésion avec chaque académie. Donc voilà, ce préambule étant fait, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si les enfants devront porter le masque à la rentrée ou non, car je ne sais pas si nous serons, dans quelle couleur nous serons classés. Voilà, donc j'espère que nous serons verts, nos chiffres sont bons, les derniers chiffres sont bons, mais on ne peut rien vous promettre. Petit point sanitaire fait, nos effectifs sont tout à fait stables et donc nous sommes contents. Nos écoles sont bien remplies. Nous avons 682 élèves en tout dans nos écoles publiques et environ 428 dans les écoles privées. Alors ça peut changer parce que les inscriptions de dernière minute, ce qui fait en gros 1110 élèves qui sont scolarisés sur la ville de La Baule, élémentaire et maternelle. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était les points plus activités extrascolaires mises en place par la municipalité. Donc la MIS, notre classe d'anglais, rencontre un franc succès encore plus depuis que nous l'avons du coup étoffé. Maintenant, nous avons donc 12 classes qui regroupent 137 élèves. La rentrée des classes de la MIS sera le 8 septembre prochain et cette rentrée sera juste un test, notamment pour les nouveaux élèves, pour pouvoir les attribuer par niveau. Et pour rebondir sur les interventions de Laurence et de Delphine, effectivement, nous allons faire participer les élèves et les classes volontaires à la journée du patrimoine. La date n'est pas encore prédéfinie, mais a priori, ce serait aux alentours du 10 septembre, donc parce qu'il faut que ce soit en semaine. Donc les écoles et les classes volontaires viennent visiter la mairie. Ils adorent visiter le bureau de Monsieur le maire. Ça les passionne. Je crois que c'est la vue surtout qui leur plaît beaucoup. Nous poursuivons également la sensibilisation à la préservation de notre environnement en nous les faisant participer à la Clean Up Day. Alors on ne sera pas à la journée officielle du Clean Up Day parce que ça tombe sur le week-end du triathlon. Et donc pour des raisons de sécurité évidentes, nous avons fait le choix de le décaler. Donc ce sera le 23 septembre prochain. Donc je vous le précise parce que l'an dernier, nous avions fait appel à des élus et également à des parents d'élèves. Ça sera encore le cas cette année. Si vous souhaitez venir nous accompagner, c'est un moment malgré tout assez sympathique, même si sur le papier, ce n'est pas très attractif. Clean Up Day et Journée du patrimoine sont inclus dans un plan citoyen de demain que nous développons et nous tâchons de mettre en place avec Karine Jallier. Et pour finir, effectivement, mais je ne vais pas revenir dessus, du coup, nous allons... les élèves volontaires pourront participer à la masterclass, mais ça sera sur base du volontariat des parents. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Annabelle Garand pour ce point sur la rentrée. Est-ce qu'il y a des intervenants qui... Alors, ce qui est bien, c'est que vous preniez la parole qu'une seule fois, mais bon, c'est pas grave. Alors, Delphine Fillou. Désolée, oui, c'était pour rebondir sur la rentrée. Donc, juste avant la rentrée, n'oublions pas 4 magnifiques soirées au DRIA, dans le cadre des Dryades estivales. Donc, du 26 au 29 août, vous êtes tous conviés. Il reste encore des places. Merci beaucoup. Xavier ?
Oui, je voulais juste faire un petit point, j'aurais dû le faire à suivre, un petit point sur le vélo baulois sur le mois de juillet, qui a été en fin de compte le mois le plus fort. On a eu 3668 locations. Et donc toujours la station Place Leclerc qui a donc un flux de 21%. On a donc 7870 inscrits au service à la fin juillet. Et puis on a les 5 nouvelles stations qui en fin de compte ont un flux très intéressant. Kérageau de la Touche à 904 mouvements, 12% des flux. Atlantia 3%, c'est le départ, donc 255 mouvements également. Les Dryades et les Salines et l'aérodrome, on est à entre 3 et 1%, c'est tout à fait logique, mais ça prend. Et en voyant simplement le nombre de vélos circuler dans la ville, on peut simplement se réjouir que voilà, c'est une très bonne opération. On a également 70,6% des trajets qui sont des trajets payants et qui, en fin de compte, ont engendré, rien que pour le mois de juillet, 4 137,65 € de recettes. Voilà. Quand tu dis payant, ça veut dire que parce qu'il y a un temps gratuit, voilà. Hein, d'accord, c'est pas que voilà, préciser. Christophe Mathieu. Encore bonsoir à tous. Je vais faire juste 4 petits rendez-vous. Alors le sport, vous l'avez bien entendu, apparemment le triathlon cette année, ça va être en mois de septembre, donc du 18 au 19 septembre. Et je tiens à remercier tous les services de la ville qui s'emploient pour que ce triathlon ait lieu. Revenir aussi sur le tennis par rapport à la question du mois de juillet. Donc je vous informer que le tennis est ouvert, les 3 raquettes sont mises en place. Donc le padel, le tennis bien sûr et le squash. Les portes ouvertes auront lieu du 1er et le 4 septembre. Donc les gens qui sont intéressés de venir s'inscrire sont les bienvenus. Et puis aussi un rendez-vous important qui va avoir lieu le 9 septembre au Floralie. C'est la soirée des associations qui ont extrêmement souffert ces derniers temps et ces derniers mois. Donc voilà, par rapport à cette soirée, l'inconvénient du pass sanitaire va être obligatoire et les règles s'y attachent. Donc il n'y aura que 2 représentants qui vont être présents cette soirée-là. Donc important. Oui. Important pourquoi ? Parce que la ville a besoin de mettre en avant ces associations, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives ou patriotiques, et autres bien sûr. Des champions sportifs dans cette soirée seront mises à l'honneur et 3 associations locales seront primées pour leurs actions. Donc nous continuerons de faire valoir et les soutenir tout au long de l'année. Importante après ces périodes de confinement bien sûr, ça je ne vais pas vous le rappeler. Beaucoup d'entre elles et leurs activités et leurs moyens de fonctionnement sont vraiment très 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 compliqués. Cette soirée sera l'occasion aussi de diffuser un guide des associations inédit. Cet annuaire va représenter l'ensemble de leurs activités ainsi que leurs coordonnées pour les joindre. Justement avec la période de la rentrée scolaire, les activités associatives vont reprendre. Je vous encourage donc à les soutenir et à aller les voir pour prendre des licences, renouveler des licences, les aider, faire du bénévolat, bref, à participer tout simplement à la vie associative de la ville de La Baule. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Et c'est vrai qu'il y a eu certaines personnes qui n'ont pas renouvelé leur licence à cause de la situation qu'on a connue. Donc c'est important de remettre en route tout ça, et je pense que l'année prochaine, on aura peut-être l'occasion de pouvoir organiser un forum avec les conditions, en espérant, sanitaires différentes. Et puis je crois qu'il y avait un dernier événement qui était important aussi, qui était celle de la traversée des Évins. Oui, mais là, c'est de la pub personnelle. Non, mais il n'y a pas que vous qui nagez. Non, c'est tout le monde est engagé, et donc le 5 septembre, la 3e édition a été mise en place et donc nous sommes tous fiers de pouvoir y participer ou pas, ou de venir sur la plage voir tout le monde. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a épuisé les questions. Est-ce qu'il y a, à moins qu'il y ait d'autres interrogations ou d'autres questions ? Sinon, je considère qu'on a épuisé l'ensemble des questions diverses. Alors, sauf aléa, nous nous retrouvons pour la prochaine séance, c'est-à-dire le mois prochain. Ce sera le 24, vendredi 24 septembre, en présentiel, ici, à l'Hôtel de Ville. Merci à tous ceux qui nous ont regardés par l'intermédiaire des réseaux. Et en tout cas, bonne fin de saison, en espérant qu'elle soit plus ensoleillée que les derniers jours. Merci beaucoup.